Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le modèle de Solow, aussi appelé modèle de Solow-Swan ou modèle de croissance exogène. D'abord, quelques éléments de contexte. Le modèle il est tiré d'un article qui a été publié en 1956 dans le Quarterly Journal of Economics, et on est à un moment après-guerre où la croissance économique est à son sommet, et pourtant Solow prédit dans son modèle qu'elle finira par ralentir et s'épuiser. Solow, c'est ce qu'on appelle un économiste de la synthèse, c'est-à-dire qu'il est néoclassique lorsqu'il s'agit d'analyser le long terme, le marché s'autorégule, et il est keynésien à court terme, le marché peut ne pas être efficace et il peut demeurer des équilibres de sous-emploi. Ici, le modèle de Solow, il théorise la possibilité d'un sentier de croissance équilibré, donc le modèle ne porte pas sur le court terme qui lui est caractérisé par le cycle économique. Ici on analyse la croissance, donc on se place sur une perspective de long terme, et donc le cadre théorique choisi est celui des néoclassiques, et les hypothèses seront également néoclassiques. Le principal argument de Solow peut être résumé ainsi. À mesure que le PIB par tête augmente, les gens épargnent davantage, et il y a donc plus d'argent disponible pour l'investissement et plus de capital par travailleur. Cela fait donc diminuer la productivité du capital. Si par exemple il y a 2 machines dans une usine où auparavant il n'y en avait qu'une seule, les mêmes travailleurs devront les faire fonctionner toutes les deux en même temps. Bien sûr, on peut imaginer qu'une usine qui achète plus de machines peut aussi embaucher plus de travailleurs, mais l'ensemble de l'économie ne pourra pas le faire, car sa réserve de travailleurs inutilisés sera épuisée, si on suppose par exemple une absence de flux migratoire. Ainsi, les machines supplémentaires achetées avec l'épargne devront donc fonctionner avec moins de travailleurs, et chaque nouvelle machine contribuera de moins en moins au PIB. Et cette intuition, elle repose sur la loi des rendements décroissants sur laquelle s'appuie Solow. Cette logique fonctionne dans les deux sens. Une économie où le capital est rare croît plus vite parce que tout nouvel investissement qui est fait est très productif, et l'économie accumule donc du capital rapidement. A l'inverse, une économie riche où le capital est généralement abondant a tendance à croître de manière plus lente parce que les nouveaux investissements faits n'y sont pas aussi productifs. Elle accumulera donc du capital plus lentement. Ceci a pour implication que tout déséquilibre important entre le travail et le capital devrait se corriger automatiquement. À long terme, ce ne serait pas soutenable qu'il y ait une forte divergence entre le taux de croissance du capital et celui du travail. Il peut certes y avoir des déséquilibres à court terme, mais à long terme, Solow nous apprend que les économies auront tendance à rester proches d'un sentier de croissance équilibré, pour reprendre son expression. Ça désigne un état où le travail et le capital croissent à peu près au même rythme. Par ailleurs, Solow concluait aussi que le PIB augmenterait au même rythme. La pièce centrale du modèle, elle repose sur la fonction de production néoclassique. Ici, le produit national est donné par une fonction de production agrégée, et on peut interpréter Y comme le PIB de l'économie. Ici, le modèle de Solow, il y met plusieurs hypothèses sur la fonction de production qu'on va parcourir. La première, elle stipule que les facteurs de production, comme le capital et le travail, sont substituables. Donc pour produire une quantité Y d'output, je peux choisir de faire varier l'intensité capitalistique K sur L en substituant du travail par du capital et vice-versa. Et j'effectue ce choix en fonction du prix relatif des facteurs de production qui est déterminé par leur rareté. Ce mécanisme-là, il joue un rôle fondamental pour permettre justement le sentier de croissance équilibré dont je parlais tout à l'heure. Deuxième hypothèse, on considère que l'output Y est un bien homogène, c'est-à-dire que toutes ces unités sont identiques et peuvent être utilisées pour la consommation des ménages ou pour l'investissement pour produire du nouveau capital physique K. Ensuite, supposons qu'on se trouve dans une économie en plein emploi, c'est-à-dire que la population est égale à la force de travail L, et on suppose qu'elle croît à un taux constant exogène, c'est-à-dire qu'on définit de manière arbitraire et qui prend la valeur N. Par exemple, si on normalise le nombre d'individus à 1 à l'instant t égale 0, alors la force de travail à l'instant t s'écrit ainsi. Ensuite, supposons que la fonction de production a des rendements d'échelle constants en K et en L. Par exemple, si on décide de doubler la quantité de chaque input, alors la quantité d'output doublera aussi. Et si une fonction admet des rendements constants, on dit alors qu'elle est homogène de degré 1. Ensuite, pour tout niveau de capital et de travail, on suppose que notre fonction de production est strictement croissante. Mais en vertu de la loi des rendements décroissants, la productivité marginale de chacun des inputs est décroissante, en particulier celle du capital. C'est-à-dire qu'à un volume de travail donné, l'augmentation du capital induit une hausse de plus en plus faible de la production. Donc la croissance repose bien sur l'accumulation de capital qui devient de moins en moins efficace au cours du temps. Enfin, on suppose qu'en l'absence de capital, la production est nulle.
Ensuite, on va faire deux hypothèses supplémentaires qui sont aussi appelées les conditions d'Inada. La première hypothèse, elle stipule que la productivité marginale de chacun des inputs approche l'infini quand le stock de ces inputs approche zéro. C'est-à-dire que la première quantité d'input qu'on accumule est très efficace pour faire augmenter la production. Ainsi, la première machine d'une usine, par exemple, permet des gains considérables dans la production. Inversement, la deuxième hypothèse stipule que la productivité marginale de chacun des inputs est proche de zéro une fois que le stock de ces inputs tend vers l'infini. C'est-à-dire une fois qu'on a accumulé énormément de facteurs de production, le fait d'en rajouter une unité supplémentaire a un gain marginalement nul pour notre production. Et une fonction de production qui satisfait l'ensemble de ces conditions est dite néoclassique. Et il est important de noter que des légères différences dans les hypothèses propres à la fonction de production peuvent générer des théories radicalement différentes sur la croissance économique. Ainsi, les enseignements du modèle de Solow sont contingents aux hypothèses qu'on vient de formuler. Par ailleurs, la propriété des rendements d'échelle constants est pratique puisqu'elle nous permet de réécrire la fonction de production de cette manière, où petit k ici est le capital par tête et petit f de petit k est défini comme étant égal à grand F de petit k et 1. La fonction de production peut donc être réécrite de la sorte, comme petit y est égal à petit f de petit k, où ici petit y est le capital par tête. Ici, une fonction de production qui satisfait l'ensemble des conditions évoquées plus tôt et qui est souvent pensée comme étant réaliste dans la description du système économique est la fonction de production Cobb-Douglas, qui va nous permettre de faire une représentation graphique du modèle de Solow. Mais avant ça, il faut qu'on s'intéresse au deuxième élément important du modèle, qui est l'équation qui décrit l'évolution du stock de capital. Pour déterminer cette équation, partons de l'équilibre sur le marché des biens et services. Ici, l'output Y est égal à l'offre de biens et services, qui est aussi égale à la demande de biens et services, qui correspond à la consommation plus l'investissement. Ensuite, Solow modélise une économie fermée, c'est-à-dire que l'output Y est aussi égal au revenu total des consommateurs, qui lui est soit épargné ou consommé. On a donc Y est égal à C plus grand S. Donc, ces deux identités nous permettent d'avoir une égalité entre l'investissement total et l'épargne totale. À l'échelle d'un pays, la totalité de l'épargne est investie, ce qui n'est pas forcément vrai dans une économie ouverte. Il existe donc un équilibre ex-ante entre l'épargne et l'investissement. Par conséquent, le taux d'épargne détermine le rythme d'accumulation du capital. Dans le modèle de Solow, au lieu de modéliser explicitement les décisions de consommation et d'épargne des agents, on va venir simplement supposer que les consommateurs épargnent mécaniquement une fraction constante de leurs revenus. Comme I est égal à S, l'investissement brut par tête se déduit directement du taux d'épargne. On a donc petit i est égal à petit s fois petit y, où petit s est le taux d'épargne constant qui est exogène au modèle et qu'on définit donc de manière arbitraire. Ici, l'investissement net par unité de travail est donc égal à la différence entre l'investissement brut et l'amortissement par tête, soit petit s fois petit f de k moins delta k. Tant qu'il est positif entre l'origine du graphique et k étoile, cela signifie que la croissance se poursuit du fait de l'accumulation du stock de capital par tête. En tenant compte de la dépréciation du capital qui se fait lui aussi à un taux constant exogène, on obtient l'équation qui décrit l'évolution du stock de capital pour un niveau de travail donné. Donc un point désigne la dérivée du stock de capital par rapport au temps. Ce qui nous intéresse est d'avoir la valeur pour le capital par tête. On va venir donc dériver par rapport au temps grand K sur L. Cela revient à faire la dérivée d'un quotient et on obtient ce résultat qui se simplifie ainsi. Et on va venir substituer l'expression de grand K point dans notre résultat. En divisant par L, on obtient cette expression-là qu'on peut factoriser ainsi. Le terme de droite delta plus n peut être pensé comme le taux de dépréciation effectif du capital par tête qui prend en compte le taux de dépréciation du capital et le taux de croissance de la population. Donc cette figure traduit le fonctionnement de l'évolution du stock de capital. En jaune, vous avez la fonction de production et en rouge, la courbe de l'investissement brut qui ressemble à la courbe de la fonction de production, simplement on l'a multipliée par la fraction S qui est le taux d'épargne. Chacune des courbes commence à l'origine puisque f de 0 est égal à 0 et ont une pente positive puisqu'on a stipulé que leur dérivée était supérieure à 0 et elles deviennent de plus en plus plates à mesure que le capital par tête augmente puisqu'on a stipulé que leur dérivée seconde était négative. Ici, les conditions d'Inada impliquent que la courbe de l'investissement brut est verticale lorsqu'on se positionne à k est égal à 0
et devient de plus en plus plate à mesure que k approche l'infini. Enfin, le terme de droite de l'équation de l'évolution du stock de capital apparaît comme une droite partant de l'origine et ayant comme pente n plus delta. Enfin, on peut noter que pour chaque niveau de produit par tête petit y, la différence entre la courbe de la fonction de production et de celle de l'épargne donne le niveau de consommation par tête petit c à l'instant 0 par exemple. Après avoir construit le graphique, on peut chercher à trouver un sentier de croissance équilibré. Il s'agit d'une situation où toutes les variables ont le même taux de croissance constant. Ainsi, k point sur k est égal à c point sur c, qui est égal à une constante. Et ici, dans le modèle de Solow, la seule façon d'avoir un taux de croissance du capital qui soit constant est d'avoir la dérivée du capital par rapport au temps qui est égale à 0. Et on peut montrer mathématiquement que c'est le cas. Ainsi, le sentier de croissance équilibré dans le modèle de Solow est en réalité un état stationnaire. C'est un équilibre de long terme qui traduit une situation pour l'économie où il n'y a ni croissance ni décroissance. Dans ce cas précis, le taux de croissance constant est en l'occurrence nul et le sentier de croissance équilibré est bien un état stationnaire. On peut donc tirer 5 enseignements différents du modèle de Solow. Le premier est qu'après une phase de croissance rapide, une fois que l'économie a retrouvé son sentier de croissance équilibré, l'économie aura tendance à ralentir et la croissance s'épuisera. Dans un premier temps, on a vu que le produit par tête et donc l'épargne par tête croissent rapidement du fait de la faiblesse du stock de capital par tête, mais l'augmentation du produit par tête ralentit à mesure que le capital est accumulé dans l'économie. Il s'agit là d'une conséquence directe du fait que la productivité marginale du capital soit décroissante, qui est une hypothèse du modèle, et la dépréciation du stock de capital, qui est de proportion constante, nécessite une part toujours plus grande de l'épargne pour être renouvelée. À partir de la valeur k étoile, le stock de capital par tête est confronté à ce qu'on appelle l'effet de dilution, qui est causé par la dépréciation du capital. C'est-à-dire qu'à k étoile, l'économie utilise l'intégralité de l'épargne investie pour renouveler le stock de capital déprécié. L'investissement net est donc réduit à zéro. C'est par exemple ce qui s'est passé en Europe à partir de 1973. Après les destructions dues à la guerre, le capital était rare et l'Europe avait un retard considérable à rattraper. Et ensuite, en 1973, la période de rattrapage de la croissance était terminée. Par conséquent, il s'agit d'un modèle de croissance sans croissance à long terme. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Par exemple, on peut supposer que le niveau de la force de travail puisse varier. Par exemple, si le nombre de travailleurs augmente, l'intensité capitalistique, c'est-à-dire le capital par tête, diminue, et la croissance démographique peut repousser l'épuisement de la croissance et l'état stationnaire. Par exemple, on a vu que le rattrapage à l'œuvre par les pays asiatiques à partir des années 90 s'est notamment appuyé sur leur dynamisme démographique. Deuxième enseignement, le modèle montre que dans un premier temps, c'est l'épargne par tête qui tire la croissance économique. À cet égard-là, le modèle de Solow est bien néoclassique et diffère du modèle keynésien où c'est la consommation qui tire la croissance. Pour Solow, la hausse de la demande est simplement la conséquence de la croissance et non sa cause. Ainsi, si la fonction d'épargne change et que les agents économiques épargnent davantage, cela conduit à un investissement plus élevé qui augmente la quantité de capital et donc le niveau de produit par tête. Autrement dit, l'épuisement de la croissance est repoussé. Cependant, ce processus est seulement transitoire, puisqu'à partir d'un certain seuil, l'épuisement de la croissance en vertu du principe de l'effet de dilution est tout de même à l'œuvre. Troisième enseignement, ce modèle met en évidence un processus de convergence conditionnelle des économies. Par exemple, supposons l'existence d'économies qui sont structurellement similaires, c'est-à-dire qu'elles ont le même taux d'épargne, le même taux de croissance de la population et le même taux de dépréciation du capital, c'est-à-dire qu'elles auront la même fonction de production, et donc les mêmes valeurs de sentier de croissance équilibré. Imaginons seulement que la seule différence entre ces économies soit la quantité de capital par personne à l'instant zéro. Considérons par exemple l'économie du pays A qui est pauvre et celle du pays B qui est riche et qui ont chacun un niveau de capital par tête à l'instant zéro différent. Le modèle prédit que les pays où le capital est rare et le travail abondant, comme c'est le cas dans les pays pauvres, sont appelés à croître plus rapidement que les économies riches parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur sentier de croissance équilibré. Ces économies se situent donc à gauche de K étoile. Ils peuvent encore croître en améliorant l'équilibre entre le travail et le capital. C'est pourquoi la différence de PIB par tête entre des pays structurellement similaires devrait se réduire avec le temps. Et on appelle cela l'hypothèse de convergence conditionnelle. Mais Solow a pris soin de ne rien promettre, puisque si on considère par exemple un pays qui a énormément de travailleurs et très peu de capital, alors seulement une seule partie de la force de travail sera employable à un salaire suffisant pour assurer sa subsistance.
et il se peut que la convergence, si elle se produit, soit très lente. Pour vérifier l'hypothèse de convergence conditionnelle, on peut la confronter aux données en étudiant un échantillon restreint de pays qui soit relativement homogène. Cette figure présente les données pour les membres fondateurs de l'OCDE, qui comportent des pays à revenus relativement élevés qui partagent des institutions économiques et politiques assez similaires. Et on peut s'attendre à ce que les paramètres sous-jacents du modèle de Solow soient relativement proches entre ces différents pays. Dans l'ensemble de pays, on observe une tendance nette à la convergence. Les pays pauvres en 1960 connaissent en moyenne une croissance plus rapide par la suite, ce qui confirme la prédiction du modèle de Solow. Par exemple, après la guerre, on voit que l'Europe de l'Ouest a rattrapé son retard sur les États-Unis. Quatrième enseignement du modèle de Solow, le seul facteur qui veut expliquer une poursuite durable de la croissance est l'introduction du progrès technique. Il rend la combinaison de capital-travail plus efficace et déplace vers le haut la courbe de la fonction de production. Certes, ce déplacement est transitoire, mais le mécanisme peut se répéter avec l'apparition de nouvelles vagues d'innovation. Enfin, le modèle de Solow est un modèle de croissance dit exogène. Pour comprendre en quoi il l'est, on va partir de la dernière prédiction du modèle de Solow, à savoir que les taux de croissance du PIB des pays relativement riches, une fois que leurs économies auront atteint un sentier de croissance équilibré, ne devraient plus beaucoup différer. Mais alors pourquoi Solow prédit cela ? Dans le monde de Solow, s'il y a des différences entre les taux de croissance, elles pourraient seulement provenir de différences de la croissance de la productivité globale des facteurs. C'est là le résidu de Solow. Or, dans sa première version du modèle, Solow pensait que les PGF des différents pays riches seraient plus ou moins identiques, car selon lui, le taux de croissance de la PGF est avant tout le résultat de forces mystérieuses qui n'auraient rien à voir avec les pays, leur culture, la nature de leur régime politique, etc. Il le considère avant tout comme un donné, tel une manne tombée du ciel pour reprendre son expression. Mais alors pour quelles raisons il n'y aurait pas de différence de PGF entre les pays relativement riches ayant chacun atteint leur sentier de croissance équilibré ? Et si on constate des différences, pourquoi Solow choisit de botter en touche sur la question de leur source ? D'abord, Solow se demande ce qui stimule le progrès technique dans les pays qui sont déjà à la frontière technologique. Certes, l'apport d'idées nouvelles est source de croissance, mais pourquoi on devrait penser qu'elle s'arrête aux frontières des pays ? On peut penser qu'une innovation faite en Allemagne se diffuse également en France, par le biais de filiales par exemple. Ensuite, Solow parle de la croissance une fois que les pays ont atteint leur sentier de croissance équilibré. Certains pays y sont déjà parvenus, mais ceux où le capital demeure rare en sont très loin. Il se peut par exemple que le retard technologique de l'Inde ou du Kenya soit avant tout le symptôme d'une insuffisance de capital et non d'une différence de progrès technique. Enfin, les pays qui se rapprochent de leur sentier de croissance équilibré pourraient moderniser plus rapidement leur technologie que ceux qui s'y trouvent déjà, puisque le rattrapage technologique, qui consiste souvent à passer d'une technologie d'avant-hier à une technologie d'hier, est souvent plus facile et plus rapide que le fait de déplacer la frontière technologique. De sorte que le modèle de Solow ne propose pas de politique économique aux décideurs politiques. Il a très peu de choses à dire sur ce que nous pouvons faire pour la croissance à long terme une fois que le processus d'accumulation du capital est allé à son terme et que le rendement du capital est assez faible. Donc le modèle de Solow est ce que les économistes appellent un modèle de croissance exogène, où le mot exogène signifie que la croissance est provoquée par des effets ou des forces extérieures. Ça témoigne vraiment d'une incapacité de l'homme à avoir la moindre influence sur le taux de croissance à long terme. Cependant, on a vu qu'il ouvre deux débats importants sur le phénomène de croissance. Il discute du caractère stable ou instable de celle-ci. En l'occurrence, dans le modèle de Solow, il existe un sentier de croissance équilibré. Et enfin, il discute du rôle de la demande pour relancer le processus de croissance. Ici, il s'appuie davantage sur l'épargne plutôt que la consommation. Vous aurez remarqué qu'en parlant de théorie de la croissance économique, le débat devient plus abstrait. Ici, Solow raconte une histoire sur ce qui, à son sens, se produit dans les économies nationales sur de très longues périodes de temps. Et il simplifie un niveau incroyable de complexité pour le réduire à un nombre d'éléments aussi petits que possible. Ici, Solow il fait jouer un rôle central à l'idée de rendement décroissant qui agirait au niveau de toute une économie. Et Solow veut qu'on réfléchisse à ce qui se passe dans une économie quand la quantité totale de capital disponible augmente. Or, ce sont généralement des individus qui accumulent du capital et non des économies en elles-mêmes. Et ces mêmes individus peuvent décider de faire ce qu'ils en veulent. Ils peuvent le prêter, ils peuvent créer des commerces qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent, et chacune de ces décisions peut changer beaucoup de choses. Les prix peuvent grimper, la main-d'œuvre peut devenir rare, mais Solow veut avant tout réduire toute cette complexité à un seul changement, celui de la disponibilité du travail par rapport au capital.